va donc parler du commerce comme grand révélateur de tendances économiques. Et je vais demander à la déléguée générale d'une des fédérations les plus prestigieuses du commerce, la Fédération du commerce et de la distribution, à Madame Léla Raoult, de me rejoindre sur cette scène. Bonjour à toutes et à tous. Merci, M. Revel. Merci tout d'abord à CB pour cette invitation et à toutes les organisations qui ont co-organisé cet événement. Je voudrais d'ailleurs saluer tous les représentants des enseignes et des organisations professionnelles présentes aujourd'hui et plus largement me féliciter du dialogue instauré entre le groupement des cartes bancaires et le commerce depuis de nombreuses années. Ça a commencé lors de la constitution de la 3C, dont certains se souviennent, qui s'est transformée aujourd'hui en Conseil national du commerce. Donc depuis 2017, nous avons travaillé dans des groupes de travail. Et la FCD a pris part à ces travaux depuis le début et nous nous en réjouissons évidemment. Aujourd'hui, avant cette table ronde, évidemment, où nous allons révéler les tendances du commerce, je dois vous éclairer sur les grands enjeux de notre secteur, alors que on va regarder ça de plus près, puisque c'est vrai que nous sommes un secteur qui est quand même confronté à beaucoup de mutations et qui ne sont pas toujours forcément bien connus, notamment des pouvoirs publics, mais mieux connus évidemment des acteurs économiques. Peut-être introduire quand même pour dire que sur notre relation avec CB, la part des paiements ne cesse de progresser sur tous les segments du commerce, mais en particulier tiré par le e-commerce, et que je voudrais quand même rappeler fermement que disposer d'un système domestique est une vraie chance pour les commerçants, à la fois parce que CB est évidemment a réussi à intégrer des innovations, on en a parlé en introduction, aussi parce que, évidemment, la sécurité est au cœur aujourd'hui de toutes les problématiques des commerçants et la lutte contre la fraude est vraiment quelque chose sur lequel il y a un fort investissement. Aussi pour des raisons de résilience, on a bien vu qu'on avait réussi à résister fortement à la crise et aux différentes crises dans un monde qui est de plus en plus au proie aux chocs exogènes. Et enfin, évidemment, parce que l'efficacité de notre système domestique, même s'il y a encore des efforts à faire de la part des commerçants sur les coûts, on y reviendra probablement dans les débats de l'après-midi, sont évidemment quelque chose d'extrêmement important. Notre souveraineté en dépend notamment, et je voudrais qu'on se félicite collectivement de l'existence de CB. C'est une chance qu'il nous faut cependant collectivement préserver dans un monde qui est en mutation rapide, comme on le disait, et qui offre aussi de nombreuses alternatives en matière de paiement qui peuvent être à la fois des opportunités, mais à la fois des risques. On y reviendra aussi dans les débats de l'après-midi. Je voudrais aujourd'hui donc vous présenter les grands enjeux de notre secteur. Donc le commerce, c'est le premier secteur économique français. Plus de 500 milliards de chiffre d'affaires pour le seul commerce de détail, 1400 milliards si on prend aussi le commerce de gros, l'automobile et les intermédiaires. Donc c'est plus de 10% de la valeur ajoutée française, 630 000 entreprises au total et 3 600 000 emplois pour tout le commerce et 2 100 000 pour le seul commerce de détail. Donc nous sommes, en plus d'être le plus grand secteur économique français, le premier employeur qui emploie notamment des jeunes peu ou pas qualifiés, avec évidemment un fort moteur d'insertion et d'ascension sociale qui est peu mis en valeur également et qui est très prégnant effectivement dans nos magasins, notamment dans les enseignes que je représente à la FCD. Au-delà de ces données économiques, évidemment, le commerce, comme on l'a rappelé ce matin en introduction, est au cœur des préoccupations quotidiennes des Français, à la fois sur les questions de pouvoir d'achat, d'alimentation, de santé, d'environnement, de cohésion des territoires, d'urbanisme, d'emploi. Et on va regarder aujourd'hui à la fois les nouvelles tendances auxquelles le commerce est confronté et auxquelles il doit répondre, et effectivement les grandes transformations et les grands risques pour le secteur dans une deuxième partie. Tout d'abord, effectivement, nous devons faire face à de nouvelles attentes de la part des consommateurs. Ça sera l'objet du débat qui va suivre. L'évolution des modes de vie contribue au recours au commerce en ligne de plus en plus et aussi à déplacer le temps réservé aux courses.
avec les horaires décalés, l'allongement des trajets entre le domicile et le travail, la généralisation du télétravail, on voit bien que les modes de consommation et les heures que l'on réserve aux courses sont différenciés. On parlait tout à l'heure du commerce de proximité et on a tendance à penser que le commerce de proximité n'est que le commerce de centre-ville. C'est faux. Le commerce de périphérie, c'est le centre-ville, c'est la proximité des gens qui vivent en périphérie. Et donc on voit bien aussi que la proximité est aussi en fait le commerce qui va être sur le trajet entre le domicile et le travail, et toutes ces transformations sont des nouvelles choses qui doivent évidemment entrer dans les stratégies des commerçants pour savoir où ils doivent s'implanter. Parallèlement, effectivement, on a une différenciation qui s'estompe entre les formats de magasins. Comme je le disais, cette différenciation entre le centre-ville et la périphérie est de moins en moins réelle. Elle est de moins en moins réelle également entre le petit et le grand magasin, puisqu'on voit bien que les consommateurs choisissent les deux et sont clients des deux typologies de magasins, quelle que soit leur taille. Et enfin, la différence s'estompe encore plus en ce qui s'agit du e-commerce et du commerce qu'on dit physique, puisque aujourd'hui, l'acte d'achat est vraiment complètement omnicanal. On choisit sur Internet, on va vérifier en magasin que l'article nous convient, puis on le recommande sur Internet pour aller le chercher en magasin. Donc on voit bien que tout ça est aujourd'hui beaucoup moins clair que ça l'a été dans le passé. Il faut qu'évidemment les commerçants s'adaptent à ces nouveaux modes de consommation. Il y a aussi de nouvelles attentes et de nouveaux besoins, parfois évidemment contradictoires. On en reparlera aussi dans la table ronde de ce matin, mais quand on interroge les consommateurs sur leurs critères de choix, souvent des critères de qualité, d'origine sont mis en avant, mais malheureusement le critère prix est souvent le premier critère d'achat, et la contradiction entre le déclaratif et l'acte d'achat est extrêmement fort. On pourra peut-être en reparler dans les études qui sont publiées à ce sujet. Et donc on doit, nous commerçants, faire face à ces injonctions contradictoires entre les envies des consommateurs et leur réel acte d'achat. Répondre tout de même à cette demande de plus de responsabilité, de responsabilité environnementale, en termes de bien-être animal, en termes de qualité de produits, en termes de circuits courts, d'origine des produits, et évidemment aussi sur les modes de vente, que ce soit des modes plus éthiques, de la seconde main. On reviendra sur toutes ces évolutions des nouvelles attentes des consommateurs, mais on voit bien que tout ça change extrêmement vite, avec des tendances qui évoluent extrêmement vite, et on doit, nous, se mettre évidemment à la page rapidement. Et on est aussi évidemment durablement impacté par la démographie des foyers, le vieillissement de la population, la réduction de la taille des foyers, les mobilités géographiques, tout ça, ce sont aussi des éléments dont on doit prendre en compte. Le deuxième point, ce sont les nouvelles formes de concurrence auxquelles le commerce doit faire face. Pour répondre à cette demande des consommateurs, évidemment, il y a des nouvelles formes de commerce qui apparaissent avec des nouveaux entrants qui sont à la fois des partenaires et des concurrents des acteurs traditionnels. On a vu apparaître du quick commerce, la livraison de plats préparés, le drive piéton, l'ultra low cost, les super applications. Tout ça, ce sont évidemment des chocs extrêmement forts, des chocs concurrentiels extrêmement forts pour les commerçants auxquels nous devons nous adapter. Il ne faut pas se battre contre les nouvelles formes de concurrence, il faut juste veiller, évidemment, on y reviendra aussi dans mon propos introductif, à veiller à une égalité de traitement, à la fois en termes de fiscalité, mais à la fois en termes de réglementation. Mais évidemment, toutes ces nouvelles formes de concurrence sont les bienvenues dès lors qu'elles respectent la réglementation. C'est positif pour le consommateur parce qu'il en gagne en rapidité, en praticité, il en gagne en prix. Et cette concurrence, elle a comme conséquence de baisser la rentabilité moyenne du secteur. On voit bien aujourd'hui, un magasin, la rentabilité par mètre carré des magasins baisse, ce qui explique aussi pourquoi les grands formats de magasins sont un peu remis en cause et on réfléchit à comment pouvoir les transformer. Et enfin, contrairement à ce qu'on a toujours pensé que le commerce était un secteur extrêmement résilient, où il y avait peu de risques sur l'emploi parce que les emplois n'étaient pas délocalisables. Mais aujourd'hui, évidemment, on voit bien qu'avec ces nouvelles formes de concurrence internationale, ce n'est plus le cas. Donc on doit aussi faire face à cela dans le futur. Et enfin, pour finir, il y a des nouvelles exigences de RSE, en cohérence avec la demande des consommateurs, une demande de consommation plus responsable. Le commerce doit répondre aux exigences notamment de la transition écologique, de la décarbonation, et surtout intégrer les coûts colossaux que ces transformations impliquent pour le secteur.
En atteste la pression réglementaire et législative qui s'abat sur les commerçants, à la fois des réglementations européennes mais des réglementations françaises sur la décarbonation des chaînes d'approvisionnement, la réduction du plastique, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité. On voit bien que toutes ces problématiques sont au cœur évidemment des attentes sociétales, mais coûtent extrêmement cher. Et face à nous, il y a le mur de la décarbonation, le mur de Scope 3, qu'il va falloir évidemment passer collectivement avec les coûts colossaux évidemment que ça implique. Donc malgré ces atouts, le commerce n'a pas les moyens à ce stade de financer sa transformation parce que son taux d'investissement reste trop bas par rapport à la moyenne nationale. Le commerce investit environ 2% de son chiffre d'affaires alors que c'est 4% pour la moyenne nationale. On avait fait ce diagnostic collectivement tous les commerçants lors des assises du commerce qui ont débouché sur la création du Conseil national du commerce justement pour regarder comment le commerce peut doubler sa capacité d'investissement pour répondre justement à l'ensemble de ces défis. On a aussi, comme on l'a vu précédemment, une fiscalité, une réglementation qui handicape la compétitivité du commerce, avec beaucoup d'une fiscalité foncière extrêmement forte qui handicape notamment les magasins physiques. Et évidemment, une problématique, puisque au niveau européen, on voit bien que nous sommes le secteur, et c'est d'ailleurs une étude de la Commission européenne qui le montre, que la France est championne d'Europe en termes et de fiscalité et de réglementation du secteur. On a le double podium. On aurait préféré une autre médaille d'or dans le cadre des JO, mais c'est celle-là qu'on a gagnée. Et on voit bien qu'il va falloir, à un moment, lâcher un peu du lest et un peu assouplir les réglementations qui pèsent sur le commerce, notamment en termes d'urbanisme, parce qu'on fige à la fois le flux et le stock de mètres carrés de magasins, ce qui empêche évidemment de pouvoir procéder aux transformations qui nous attendent. Dans les grands défis, pour finir, du commerce, c'est le diagnostic que je viens de poser. Il a été posé collectivement avec toutes les fédérations du commerce au sein des assises du commerce et au sein du Conseil national du commerce maintenant. Et on a face à nous une triple révolution. La révolution environnementale, évidemment, donc la transformation, le mur de la décarbonation, comment intégrer ces coûts. La révolution numérique, qui n'en est qu'à ses prémices. On parlait de numérique, mais demain, enfin aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'intelligence artificielle qui va complètement bouleverser la façon de faire du commerce. Et évidemment, la révolution des compétences, parce que toutes ces transformations auront des conséquences importantes sur l'emploi et qu'il va falloir évidemment adapter les compétences à tous ces nouveaux besoins. Donc pour ça, on a travaillé collectivement au sein des assises du commerce pour dégager à la FCD 5 propositions phares, mais qui sont partagées par l'ensemble des commerçants. C'est faire du commerce un secteur stratégique pour la nation, que nous soyons considérés par les pouvoirs publics comme l'industrie, comme un secteur à part entière qui a besoin de politiques publiques cohérentes et pas simplement qu'on additionne des politiques publiques qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres et qui entrent souvent en contradiction. C'est quelque chose qui nous a été effectivement, dans lequel on s'améliore puisqu'on a eu une ministre du commerce et puis on a effectivement eu la création du Conseil national du commerce, c'est une structure interministérielle qui nous permet de travailler sur tous les sujets qui ont trait à notre secteur. D'adapter évidemment la réglementation à la nouvelle donne du commerce, les ouvertures dominicales, la TASCOM, tout ça dans un monde qui est à la fois numérique et qui est à la fois physique, ça n'a plus de sens au XXIe siècle. Et donc il faut évidemment qu'on adapte la réglementation à tous ces nouveaux défis. Permettre donc un doublement des investissements, notamment grâce à un cadre fiscal plus équitable, mais ce n'est pas la seule piste de travail. Nous devons nous aussi dégager des capacités d'investissement. Et nous devons aussi regarder avec l'État comment des politiques publiques et des investissements d'État peuvent accompagner les commerçants dans leur transformation. Instaurer un principe général d'équité sur toutes les politiques publiques, notamment au niveau européen, pour instaurer un réel level playing field entre tous les acteurs. Et enfin, favoriser l'emploi dans le commerce. Donc en conclusion, comme vous le voyez, notre secteur est en proie à des mutations extrêmement majeures, comme de nombreux secteurs d'activité, mais le nôtre a la particularité qu'il est encore extrêmement puissant en France et qu'il est à risque si on n'agit pas vite. En ce qui concerne les paiements, je laisserai évidemment les experts des tables rondes à suivre le soin de définir la place et le rôle des moyens de paiement et singulièrement de la carte bleue dans ces mutations, mais je vois de nombreux enjeux communs
entre les enjeux de CB et les enjeux de commerce, hein, la capacité d'innovation, la viabilité du modèle économique, les nouvelles concurrences ou encore la souveraineté. Et je pense que ce sera ma recommandation finale que le Conseil national du commerce gagnerait évidemment à intégrer les moyens de paiement dans leurs travaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Raoult, déléguée générale de la FCD. Avant d'accueillir nos premiers invités, j'aurais plein de questions à vous poser, Madame Raoult. Installez-vous là, je vous en prie. Je retiens quand même une idée forte qui a un peu rectifié ce qu'on disait avec Laure tout à l'heure, c'est qu'évidemment pour ceux qui habitent en périphérie, le centre, c'est le centre périphérie aussi, et donc tous les commerces qui vont avec. J'en profite, puisqu'on m'a fait passer le message, pour demander aux exposants, parce que vous avez des visiteurs, si vous pouvez rejoindre vos stands pour parler de ce que vous exposez, ce serait bien. Et puis revenir après écouter évidemment les débats parce qu'ils vous intéressent aussi beaucoup. Et puis des questions aussi, Madame Raoult, je vais vous en poser, qui m'intéressent beaucoup parce que vous parlez de politique de RSE ou de fiscalité, mais quand vous avez des grands sites qui vendent tout et n'importe quoi à l'autre bout du monde, avec quelle fiscalité ils vendent leurs produits et respectent-ils dans la production de ces articles des politiques de RSE? Mais je vous poserai la question tout à l'heure, je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Je vous demande qu'on accueille ensemble maintenant Jacques Baudos, le président de Jouet Club, Marc Lolivier, le délégué général de la Fédération e-commerce, aussi beaucoup de questions, et puis Philippe Moati, bien sûr, le professeur d'économie de l'Université Paris-Cité. Merci de les accueillir. Voilà. Monsieur le professeur, mettez-vous là. Voilà. Alors j'ai beau... Vous représentez évidemment une part importante de ce qu'a développé tout à l'heure, à l'instant, Madame Raoult, éclaireuse de cette première table ronde. J'aimerais commencer peut-être avec vous, Philippe, parce qu'on a besoin peut-être d'un cadrage un peu général autour de ces questions. Comme disent les macroéconomistes, il y a eu beaucoup de chocs exogènes ces derniers temps. Bon, la crise Covid, Madame Raoult en parlait. On pourrait citer aussi, bien sûr, la crise de l'énergie qui a tellement amputé les pouvoirs d'achat, qui a tellement posé de problèmes parfois aux petits commerçants, ceux qui utilisent cette énergie dans leur production de tous les jours, puis bien sûr aussi du conflit en Ukraine, sans parler de ce qu'on pourrait appeler la mondialisation, vous en parliez de la supply chain. Bon, tout ça évidemment ce sont des facteurs exogènes. Quel bilan, Philippe, comment est-ce que on peut intégrer toutes ces choses-là pour y voir un peu plus clair dans, alors peut-être pas la consommation des ménages français, mais en tout cas l'évolution du commerce? Le commerce est confronté à une difficulté que beaucoup de secteurs rencontrent d'ailleurs, c'est arriver à concilier des temporalités très différentes. Le court terme, le long terme. Vous avez évoqué les chocs exogènes, c'est le court terme, c'est la conjoncture. Et c'est vrai que là, on ne s'est pas ennuyé ces dernières années de ce point de vue-là. Les chocs ont été très violents. Et je pense qu'il y en a encore devant nous. Et ça, c'est le quotidien des acteurs de l'économie, faire face à ces chocs. Et le commerce a été quand même mis à dure épreuve en la matière. Et je pense qu'il a quand même plutôt bien réagi, notamment durant la crise sanitaire. Et pour autant, en même temps, c'est plus très à la mode. En même temps, c'est pas une grande tendance. C'est pas une grande tendance. Du commerce politique. Mais je blague. Oh. Eh ben les lames de fond qui transforment la consommation, la société et le commerce continuent d'être à l'œuvre. Et moi, depuis des années, je prétends qu'on est rentré dans une phase de révolution commerciale, c'est-à-dire de transformation radicale de la manière de satisfaire les besoins des consommateurs. Et à cause des outils numériques, à cause du développement du e-commerce, à cause de la mondialisation, à cause de la mutation technologique, c'est ce qui est le plus visible. C'est pas forcément ce qui est le plus important, mais c'est ce qui est le plus visible. Notamment, ça a fait émerger un nouveau circuit de distribution, ça a fait rentrer des nouveaux acteurs étrangers pour la plupart, extrêmement puissants avec des moyens colossaux. Mais il faut pas être obsédé uniquement par la technologie. Il y a eu des changements sociétaux majeurs. Les consommateurs aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Ils sont globalement repus. Donc spontanément, si on souffle pas sur les braises du désir, le soufflet de l'envie de consommer a tendance plutôt à baisser. Et puis ils sont conscients des conséquences écologiques de tout ça et attendent de plus en plus que les acteurs de l'offre les accompagnent dans la transition. Et ça, c'est le troisième choc majeur, c'est que le commerce, comme toute l'économie, va devoir faire sa transition pour être compatible
avec les enjeux écologiques. Or, le commerce aujourd'hui, dans sa grande majorité, est encore assis sur des modèles fondés sur des volumes, c'est-à-dire qu'il faut vendre, et il faut vendre le plus possible pour être prospère. Et on le voit, quand la conjoncture est mauvaise, dès qu'on vend moins, ben ça va pas. Ça va pas. Or, on sait que ce modèle fondé sur les volumes n'est pas tenable. Donc, vous voyez, si je mets ça bout à bout, ça veut dire qu'il y a un énorme défi, qui n'est pas seulement un défi d'investissement, c'est un défi de refonte globale de ce qu'est le commerce, de la position qu'il occupe et des modèles économiques qu'il déploie. Donc, et malheureusement, comme le court terme, les chocs exogènes occupent énormément les équipes de direction, ce qui est normal, j'ai l'impression qu'on prend du retard dans la prise de conscience de la nécessité de passer à autre chose, quoi. Voilà. Alors, je voulais vous passer tout de suite la parole, Jacques Baudouze, parce que précisément, Jouet Club, qui est une marque très connue dans la distribution du jouet, comment est-ce que vous, au-delà des chocs exogènes, conjoncturels, espérons-le, qui ont frappé le monde de la consommation et du commerce au sens large, comment, avec la digitalisation du commerce, vous avez opté quoi pour l'omnicanal avec des solutions Drive? Est-ce que vous avez connecté vos magasins? Est-ce que ce que disait Madame Raoult tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre le mètre carré, ce qu'il rapporte, a pu repartir à la hausse? Enfin, comment vous êtes comment vous avez fait, non pas face à ces chocs exogènes, mais structurants, c'est-à-dire le bouleversement, finalement, qui ne fait que commencer, disait Madame Raoult, du numérique, des outils technologiques, et aussi, on va en parler parce que c'est important, du fait que le consommateur n'est plus un consommateur, c'est un consommateur. Alors, écoutez, je vous remercie pour la question. En fait, on a une chance, c'est qu'on est une coopérative. Une coopérative, c'est une forme de gouvernance particulière qui est constituée que par des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise, on a à peu près 200 chefs d'entreprise. On a aujourd'hui 300 magasins pour Jouet Club, plus 130 qu'on a repris de la Grande Récré de l'année dernière. Et ces chefs d'entreprise, ils sont conscients de tous ces changements. Et ils sont prêts à faire des tests, à essayer, à mettre en place des nouvelles solutions pour justement tester auprès des consommateurs. Et on le fait au travers d'un petit think tank, on va dire, dans l'entreprise avec ce qu'on appelle nos générations à venir. Ce sont des coopérateurs qui ont entre 30 et 40 et qui testent les nouveaux modèles. Donc, qui ont testé au départ le Drive quand on l'a fait en 2012, qui là testent d'autres nouveaux modèles économiques pour la partie occasion, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ça, c'est ça qui fait la force du système. On a fait, nous, pour la partie digitale, donc le lancement de l'omnicanal, du M-commerce, on a tout pris ces modèles, mais ce sont les outils. Pour moi, le commerce reste le commerce, le client reste un client, il a besoin d'un produit, et il faut lui proposer les solutions dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et j'entends ce que dit M. Moati, et c'est vrai que la difficulté pour le commerçant, c'est de trouver le modèle économique qui correspond. Et comme on est une coopérative, on a bien sûr une tête de réseau qui gère le système, mais il y a une lourdeur qui est moins forte que dans les grands groupes, où en fait, finalement, la tête de réseau a peut-être plus de poids économique aussi. Nous, on a notre poids économique qui est réparti, je dirais, dans les territoires. Et la notion de territoire, elle n'est pas neutre, on en a parlé tout à l'heure. Pour des acteurs comme nous sommes des magasins spécialisés, on n'en a pas parlé. On a parlé des commerçants, de la distribution. Nous, on est des spécialistes, c'est-à-dire qu'on adresse des produits spécifiques aux consommateurs. Le fait d'être spécialiste, ça donne aussi, ça attire aussi le consommateur parce qu'on peut présenter toute la gamme de produits qui correspondent à leur envie, qui est de jouer, par exemple. Donc là, en fait, c'est un modèle qui est quand même assez particulier. Et à noter, on a réussi cette partie, donc, en tout cas digitale. Au milieu, on a depuis 2012, et il faut savoir que notre site internet avait été créé en 97. Donc on avait déjà vraiment été très en avance sur la partie digitale. Alors, je voulais qu'on parle directement de ce cas concret Jouet Club après l'intervention de Philippe Moati, mais peut-être qu'on peut donner la parole au président de la fédération du e-commerce, parce que il me semble que quand je lis vos interviews, Marc Lolivier, ou quand j'écoute vos prises de parole, vous mettez souvent en exergue les avancées rendues possibles par le e-commerce qui modifierait considérablement la vie quotidienne des Français. Quels sont pour vous de l'endroit d'où vous parlez, président de la Fédération du e-commerce, ces changements,
et ce que les Français peut-être en attendent ou en attendaient. Bonjour Eric Revel et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que Leïla Raoul l'a rappelé, hein, on a une double révolution, la révolution environnementale et la révolution numérique qui a considérablement transformé aujourd'hui le commerce. Et je voudrais d'abord rappeler effectivement par le fait qu'il ne faut pas opposer le commerce et le e-commerce. Aujourd'hui, effectivement, le parcours client a considérablement évolué et l'achat en magasin commence souvent sur Internet et il finit ensuite en magasin ou sur Internet. Donc il y a vraiment une interaction aujourd'hui extrêmement importante qui est voulue par le consommateur. Hein. Je rappelle quand même quelques chiffres sur le e-commerce. C'est 160 milliards d'euros, c'est à peu près 7% du PIB. Produits et services, c'est 42 millions de Français hein, qui achètent quotidiennement sur Internet. C'est plus d'une commande par semaine, c'est 4000 € de dépenses annuelles. Et puis c'est aussi par rapport au commerce, aujourd'hui, un vecteur à la fois d'innovation et d'entrepreneuriat à travers notamment les startups et puis quelques très belles licornes aussi, puisque le e-commerce est le secteur le plus représenté parmi nos 22 licornes. Évidemment, tout ça a contribué à modifier et à bouleverser le paysage du commerce qu'accompagne aujourd'hui l'ensemble des acteurs. Et vous avez raison, le e-commerce aujourd'hui est ancré dans le quotidien des Français et il bouleverse ce quotidien. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Français, puisqu'on a fait une étude avec Odoxa récemment pour essayer de comprendre effectivement quel était l'impact finalement du e-commerce dans le commerce et plus globalement dans le quotidien des Français. Et d'abord, le premier élément qui ressort, c'est que 75% des Français considèrent qu'effectivement, le e-commerce, le digital a eu un impact. Et la bonne nouvelle, en tout cas pour nous, c'est que 65% d'entre eux considèrent que c'est un impact positif. On n'a que 8% qui considèrent que l'impact n'est pas positif. Et puis, on a cherché à savoir, évidemment, vous le disiez, quel est le type d'impact cela avait eu et quel type de bénéfice, finalement, expliquait ce succès du e-commerce. Alors, globalement, il y a deux grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est d'abord un bénéfice économique, surtout en période de crise de pouvoir d'achat. C'est vrai que le e-commerce permet de comparer. Alors, ça met une pression, effectivement, plus importante, une exigence plus importante sur les commerçants. Mais le e-commerce, effectivement, va permettre de comparer plus facilement, où que vous soyez, les différentes offres, de mieux gérer aussi vos dépenses. On l'a vu, par exemple, pendant la crise du pouvoir d'achat. Hein, les enseignes, notamment de la FCD, nous le disaient, hein, souvent sur le caddie, vous savez, quand vous faites votre caddie, vos courses, les gens retiraient à la fin, parce que quand ils voyaient effectivement le panier, ils retiraient, ce qui est plus facile à faire parfois qu'en magasin, parce que là, vous êtes un petit peu gênés, vous êtes les gens qui attendent, etc. Donc, c'est un secteur qui a quand même était considéré et perçu par les Français comme un outil au service du pouvoir d'achat. On le voit aussi avec la seconde main qui permet effectivement d'acheter des produits, parfois voilà, des produits peut-être un peu chers, mais que vous arrivez à obtenir de manière moins importante. Ça aussi, c'est une révolution considérable. Aujourd'hui, on a un Français sur deux qui achète des produits de seconde main et chez les jeunes, on est sur 2 sur 3. Et puis, c'est aussi un complément de revenus. Il y a un autre aspect aussi qui a complètement changé, c'est que les Français vendent aussi aujourd'hui sur Internet. On a 40% des Français qui ont déjà vendu sur Internet. Et donc là, ça change aussi la perception qu'a le consommateur du commerce, puisqu'il est aussi, lui, en quelque sorte, devenu un commerçant. Puis à côté de ça, vous avez des enjeux beaucoup plus sociétaux qui sont vraiment très importants, sur lesquels je voudrais vraiment passer 2 secondes. Le premier, c'est un sentiment quand même de liberté, c'est-à-dire que le e-commerce et le digital, encore une fois, qu'il soit pratiqué par des pure players ou des enseignes magasins comme Jouet Club, hein, il va permettre de vous libérer des contraintes, notamment d'isolement géographique, d'horaire, ça a été dit tout à l'heure, mais également de difficultés de déplacement. Je vais vous donner un chiffre, on a quand même 38% des Français qui nous disent que grâce au e-commerce, ils ont eu accès à des produits auxquels ils n'auraient pas eu accès si jamais ils n'avaient pas eu Internet à cause des problèmes de déplacement. Et sur les foyers modestes, on est même à pratiquement 50%. Donc vous voyez, il y a une espèce de démocratisation de l'offre. C'est aussi un élément de lutte contre la fracture territoriale qui permet effectivement d'accéder à des produits où que vous soyez. Puis l'autre élément et dernier élément qui est très important, et ça a été aussi soulevé par Leïla, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que les Français nous disent, et là on a plusieurs études qui le confirment, et ça c'est le rapport au temps qui est très intéressant, notamment par rapport au commerce. 85% des Français nous disent qu'effectivement, grâce au e-commerce, ils gagnent du temps, ils arrivent à économiser du temps, on arrive même à 90% chez les foyers avec des familles. Et alors ce qui est intéressant, c'est de savoir
qu'est-ce qu'ils font de ce temps-là. Et là aussi, les études sont intéressantes parce qu'elles montrent que finalement, dans 8 cas sur 10, ils l'utilisent en dehors de l'espace numérique, soit pour passer du temps en famille ou avec des amis, soit pour les activités culturelles, sportives ou de loisirs. Et on n'a que 30% effectivement qui disent qu'ils utilisent aussi pour faire un peu plus de surf. Donc on voit bien qu'on est là au cœur de la transformation du commerce et plus globalement de la transformation de la société. Et ce qui est intéressant, c'est la capacité avec laquelle finalement le commerce a réussi à intégrer ces dimensions-là. On est quand même un pays, nous, pendant longtemps, on m'a dit, je suis bien placé d'ailleurs à la FEVAD, on me disait, mais l'alimentaire, ça ne marchera jamais sur Internet. Parce que les Français, ils ont un rapport à la nourriture, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de voir le produit. La grande distribution française, elle a inventé le drive. Et aujourd'hui, on est le premier pays pratiquement au monde en matière de vente sur Internet de produits alimentaires. Donc on voit bien aussi à la fois une révolution et une capacité des acteurs finalement à embrasser cette révolution, et notamment en France, et ça, on peut en être particulièrement fier. Merci Marc-Olivier de cette première intervention. Alors je retiens deux choses quand même dans ce que Madame Raoult et vous-même, Monsieur l'Olivier, avez dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle maintenant la tendance de la seconde main. Et puis je dirais aussi de l'économie circulaire en général, qui est évidemment une demande, hein, de la même manière que les jeunes générations considèrent plus le travail comme simplement, j'allais dire, alimentaire, mais comme donner un sens à son travail. De la même manière, ces jeunes générations ne consomment plus de la même manière, et le marché de la seconde main, et j'aimerais aussi qu'on en parle avec le président de Jouet Club, par exemple, et de l'économie circulaire est devenu un enjeu majeur qui rentre évidemment dans ce que disait Philippe Moati tout à l'heure, c'est-à-dire ce besoin de consommer différemment. Mais j'ai pas oublié ma question, Madame Raoult, que je vous posais tout à l'heure. Vous avez eu un petit peu de temps pour y réfléchir. Bien, le développement exponentiel du e-commerce, des gens qui ont accès à des produits plus rapidement, très bien. Mais vous avez souligné la question de la RSE ou de la fiscalité. Quand on reçoit de manière exponentielle des stimulations, des pushs pour commander sur des sites, est-ce qu'à la FCD, on est bien certain que les produits qu'on pourrait commander sur ces sites respectent les politiques de RSE dont les critères sont fixés en Europe ou en France, respectent la fiscalité? Comment est-ce que vous mettez comment est-ce que vous arrivez à concilier tout cela, Madame la déléguée générale de Alors, l'FCD? si la question est de savoir si les nouvelles plateformes qu'on appelle de fast fashion respectent tout voilà, ça, je pensais à elle, par exemple. La réponse est non, hein, c'est très simple. C'est d'ailleurs effectivement un vrai problème pour les acteurs plus traditionnels, parce que c'est pas des acteurs traditionnels. Évidemment, parce que eux, on leur impose. Parce que eux, on leur impose quand ils produisent en Europe ou en France. On a eu ce débat avec Marc, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en se disant que c'est effectivement difficile de contrôler ce type de plateforme. En tous les cas, en amont, de faire respecter une fiscalité, de faire respecter plein d'obligations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais faire que ces vendeurs déclarent leurs produits auprès des filières REP, des éco-organismes, etc. Mais c'est pas une forme de concurrence déloyale mondialisée, voilà. Madame Raoult? On rigole. C'est pas une forme de concurrence déloyale mondialisée? Évidemment qu'il y a une forme de concurrence déloyale mondialisée. C'est bien pour ça que je disais qu'on accueille évidemment positivement les nouvelles formes de concurrence dès lors qu'elles respectent la réglementation. Et c'est bien ça qu'il faut... Mais si on n'arrive pas à la contrôler? Et là, on appelle évidemment le gouvernement à prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que vous disiez qu'il faut une politique publique pour ce secteur du commerce, comme il y en a pour d'autres. Bien sûr, et il faut effectivement... moi, je prends mon exemple, hein, l'exemple de la grande distribution alimentaire. Je pense qu'en termes de contrôle de la DGCCRF, on ne peut pas faire mieux. Oui. On est visité tous les jours. Bon, il y a quelques fois, on se demande pourquoi les moyens ne sont pas un peu déployés justement sur ce type de plateforme, pour lesquels on a l'impression que rien ne se passe, alors qu'effectivement, il y a des produits même dangereux qui entrent sur le marché, parce qu'il y a des tests qui ont été faits par des associations de consommateurs, et c'est effectivement assez affolant. Et en fait, ça désespère les commerçants, parce qu'effectivement, ils sont face à une concurrence qui est absolument déloyale, là, pour le coup, en l'espèce. Et quand on essaye de la résoudre, malgré tout, par des réglementations, finalement, le législateur fait des bêtises et nous impose des contraintes en plus à nous, aux acteurs traditionnels, au lieu d'imposer des contraintes aux nouveaux. Parce que c'est pas facile. Non, mais je n'ai pas dit que c'était facile. Et donc, vu que c'est pas facile de réguler... Je vous avais préparé la question. Vu que c'est pas facile de réguler, il faut au moins contrôler. Ça, c'est quelque chose qui est plus facile à faire, en tout cas. Alors, Jacques Bedos, précisément sur le jouet, vous savez, un peu l'image que ça peut véhiculer parfois. C'est des jouets qui sont très contrôlés quand ils rentrent évidemment en France ou en Europe. Comment est-ce qu'on arrive à manager en même temps ce besoin des RSE, ces nouvelles générations?
même si la démographie est en berne en France, bon, ce sont des jeunes générations qui font a priori plutôt des enfants, donc qui achètent des jouets. Comment est-ce que vous arrivez, ou des grands-parents, comment est-ce que vous arrivez à concilier tout cela? Puis j'aimerais que vous nous disiez un mot aussi, si vous le permettez, sur la seconde main. Est-ce que, parce qu'il y a des corners dans la grande distribution où on vend du vêtement de seconde main maintenant, et peut-être demain, je sais pas si ça existe encore, des jouets de seconde main. Alors, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Leïla, quand même, c'est intéressant. On a la chance en France, notamment en France, l'Europe c'est une chose, mais la réglementation française pour le jouet, elle est encore plus forte que l'Europe. Donc on a renforcé encore pour nos enfants, et ça c'est une bonne chose, la sécurité pour nos enfants. Et là, ce que vient de dire Leïla, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a eu des tests effectivement d'associations de consommateurs qui ont montré que, je vais donner un nom, même s'il ne faut pas le donner. Temu, par exemple, 92%. On sait tous, ou un autre. Oui, mais enfin, bon, en tout cas, Temu entre parenthèses, avait 92% des jouets qui étaient dangereux pour les enfants et qui ne respectaient aucune norme. La norme française est plus dure, elle ne respectait même pas la norme européenne qui est entre guillemets, un peu moins drastique. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, Jouet Club, depuis 5 ans, on a mis en place, pour la partie RSE, et c'est là que je vais répondre à la question, je voulais faire un petit parallèle, parce que je trouvais que c'était important, et c'était important de dire qu'on était avec une bonne norme. Depuis 2019, on a mis en place des règles, des envies, pour avoir donc, des produits qui soient le plus proches de nous possible. Il est vrai que la fabrication en France ne représente aujourd'hui que autour de 15% des jouets. Il y a 15 ans, c'était à peu près, on va dire, 7% du marché. Ça a déjà doublé. On a une association qui a été créée en France qui défend la création et la fabrication des jouets en France, s'appelle la CFJF. Et donc, elle a promotionné ces jouets français. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et nous, en tant que spécialistes, on le met en avant et on appuie sur ce produit-là. On demande à nos fournisseurs aussi, parce qu'on a une responsabilité, de revenir vers des jouets fabriqués en France. Il est clair que, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, il y avait des jouets qui étaient fabriqués en France, et je dirais, le savoir-faire est parti en Chine. Mais ça, on n'est pas les seuls dans le jouet. Je crois que tous les métiers du commerce, tous les produits industriels sont partis vers la Chine. Même Airbus a construit une ligne d'A320 en Chine, vous voyez. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, mais ça peut avoir du sens de fabriquer en Chine pour Airbus, parce que c'est un marché chinois. Bien sûr. Mais en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'on fait une usine pour faire le marché chinois. Quand c'est une usine pour faire le marché européen ou américain, ça a moins de sens. Et donc, nous, on a commencé en 2019 à se mettre des règles. Et là, on a fixé un objectif de faire que les produits que l'on importe soient en 2026 à 50% en Europe. Je ne sais pas si on va y arriver. C'est pas gagné, c'est Moati, vous avez raison. Mais en tout cas, on s'est fixé cette règle. Et c'est un combat de tous les jours avec les acheteurs. Parce que les acheteurs, ils achètent donc, au moins cher, entre guillemets, un acheteur, et il essaie d'acheter au moins cher. Mais c'est nécessaire parce que nos consommateurs, vous l'avez dit, sont des consommateurs. Et ils nous demandent d'avoir un comportement responsable. Sur le marché de seconde main du jouet, alors peut-être que les consommateurs seront plus contents, mais peut-être que la marge de Jouet Club, elle, le sera moins. Non, parce que, alors, il y a deux choses. La partie seconde main, on a commencé à le faire. On l'a testé l'année dernière, on l'a lancé en fin d'année dernière, et cette année, on souhaite que tous les magasins le mettent en place. Ça s'appelle Troc aux jouets. Les clients ramènent leurs jouets, on les rachète, et après, on les remet à la vente dans le circuit pour les autres consommateurs. Vous les réparez, Alors, s'ils sont réparables, ils sont réparables. S'ils ne sont pas réparables, ils sont à ce moment-là retraités par la filière REP. Donc, on a une filière qui sert donc à réemployer tous ces produits. Soit ils sont réemployés ou ils sont retraités. Enfin, il y a un traitement qui est mis en place. Économie circulaire. La matière première est reprise. Enfin, il y a toute une filiale. Sinon, on a donc, nous, ce qu'on appelle troc aux jouets, c'est qu'on reprend les produits et on les revend aux consommateurs. Et on s'aperçoit que
Les magasins qui l'ont mis en place, ça marche très bien, ça marche très fort. Mais il y a un modèle économique, et ça c'est M. Moati qui l'a souligné tout à l'heure. Il faut savoir qu'un prix d'un jouet, donc en moyenne, un prix d'un jouet qui est seconde main, il est 3 fois moins cher. Le prix moyen, je parle du prix moyen, 3 fois moins cher qu'un jouet normal. Donc il faut en vendre 3 fois plus, avec une marge peut-être un peu moins forte, pour pouvoir réaliser le même chiffre. Et ça inquiète pas le business model de Jouet Club? On s'inquiète jamais, nous. Ouais, on est positif et on dit on trouve des solutions. Et c'est vrai qu'on est confronté, on l'a dit tout à l'heure, le commerce il évolue tous les jours. Et depuis 5 ans, on prend chaque année, on prend 5 ans dans la vue. Ça ne va pas être un choc conjoncturel, parce que cette tendance-là, puisqu'on est sur cette table ronde-là, oui, à mon avis, elle va faire que croître. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on l'a commencé. On l'a déjà mis en place, on a testé, on a fait le test avec notre fameux petit think tank de Génération Avenir, qui a fait les tests et qui a mis en place ça. Maintenant, on sait que le modèle économique est viable. Maintenant, c'est le volume, et ça, je rejoins ce qu'a dit M. Moati, c'est le volume qui fera la différence. Mais on a, en parallèle de ça, mis en place dans nos magasins, parce qu'on est quand même on est en mortar, comme on dit dans les brick and mortar principalement. On a bien sûr de l'Internet, on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes click and mortar aussi? On est click and mortar, on fait les deux, parce qu'on fait aussi le drive, enfin, on a tous les modèles, mais le modèle économique basique de notre commerce dans notre métier, c'est les magasins. Et on transforme nos magasins pour justement faire ces magasins des lieux de vie, de manière à pouvoir les inciter à venir plus souvent. Et ce sont des familles, des enfants, donc pour pouvoir les faire venir dans nos magasins et profiter soit d'un jouet neuf quand ils ont l'occasion, ou alors un jouet d'occasion plus souvent. Alors Philippe Moati, j'aimerais me tourner vers vous maintenant. Bon, on voit bien les enjeux, on voit bien le changement de type de consommation, les exigences des consommateurs. Comment finalement réinventer un modèle économique performant à l'heure notamment du digital, des revendications ou de la transition écologique, de la crise du pouvoir d'achat? Bon, j'imagine que c'est un sujet que le macroéconomiste que vous êtes a en tête et sur lequel il a réfléchi. Oui. Je vais faire une réponse à 2 volets. Contradictoire d'ailleurs. Le premier volet, c'est si on veut que les consommateurs achètent, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est pas mon métier, hein, mais je dirais que le commerce a 2 cartes à jouer, et je pense qu'il les joue, mais qu'il pourrait peut-être encore aller plus loin, notamment en mobilisant ce que la technologie autorise aujourd'hui. C'est en scindant, je le fais de manière pédagogique, c'est pas aussi tranché, mais il y a quand même des achats de commodité, hein, les produits pas très impliquants qu'on achète à peu près l'identique d'une fois sur l'autre, et puis il y a les achats plus shopping, on va dire ça comme ça. Et ben d'un côté, mais ça a été dit tout à l'heure, on est sur la facilitation. Il faut rendre les choses beaucoup plus simples pour les gens, parce qu'effectivement, on a un rapport au temps qui est compliqué, et les technologies permettent effectivement la facilitation. Nous, on a fait une grosse étude sur ce que veut dire proximité pour les consommateurs. Eh ben, c'est pas la proximité physique qu'ils entendent, c'est d'abord effectivement une capacité de l'offre à être en phase avec les contraintes que rencontrent les consommateurs. C'est ce qu'on appelle une proximité fonctionnelle, en fait. Donc il y a un gros chantier là-dessus, mais je crois que on a beaucoup travaillé sur le parcours client dans le monde du commerce. Je crois que c'est intégré. Pour le shopping, donc en gros, là, j'ai envie de dire, ça y est, depuis que la révolution numérique est passée, qu'on est équipé en téléphone, en écran plat, etc., eh bien, en fait, les besoins sont couverts. Les besoins des consommateurs sont couverts. Il ne reste pas grand-chose, en fait. Je mets de côté les 10% de gens en grande difficulté. Hein, il ne faut pas les oublier. Et donc, ça, le commerce ne peut pas s'accommoder de l'idée que les besoins sont couverts, parce que le soufflet de la demande retombe. Donc, la question est de savoir comment on donne envie. D'ailleurs, le nouveau président du Proco il a fait son slogan, le commerce qui donne envie. C'est en ça que ça va être en rentrant en contradiction de ce que je vais dire juste après. Et comment on donne envie? Eh bien, en prenant conscience, qu'on est dans une société très, très, très fragmentée, où l'hyper-individualisme règne, ce qui veut dire qu'il faut donner envie à chacun en particulier. On ne peut pas donner envie à tout le monde en même temps. Donc c'est vraiment une invitation à faire du marketing hyper segmenté, voire carrément personnalisé. Et par ailleurs, ensuite, comprendre que finalement, quand on a déjà tout, il ne faut pas jouer sur le besoin, il faut jouer sur le désir. Et le désir, il repose sur une dimension symbolique et immatérielle. Donc ça sert au-delà de dire que le produit, il est beau, il est pas cher, etc., être capable de rajouter au produit une petite couche d'imaginaire, de symbolique, etc. On a parlé du commerce de proximité. Le commerce de bouche se porte bien.
se porte bien. Il a depuis une quinzaine d'années une croissance supérieure à la grande distribution. Mais pourquoi ? Parce que, bon, bien sûr, c'est des produits de qualité, etc. Mais ils racontent des histoires. Regardez les néo-cavistes, ils vous vendent du vin, certainement de très bonne qualité et à un prix très compétitif, mais surtout, ils sont capables de vous raconter des histoires. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça à travailler. Je pense que sur cette dimension d'hypersegmentation et d'évocation d'un imaginaire, on a souvent laissé le travail aux producteurs et aux marques en amont. Je pense que le commerce a encore du boulot à faire. Je pense que la crise qu'a traversé le commerce du textile, de l'habillement, ça illustre un peu ça. On n'a pas assez ciblé, on n'a pas assez raconté des histoires, on a vendu du produit un peu standard à des prix peut-être un peu exagérés. Voilà. Le deuxième point, c'est que, et ça vient complètement contredire tout ça, c'est qu'encore une fois, il va falloir sortir de cette hyperconsommation. Elle n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable. Sinon, on va se prendre le mur et ça sera pire. Ça sera pire. Par ailleurs, je vous signale au passage que le coût de la transition écologique va peser sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est-à-dire que les chocs conjoncturels qu'on a connus sur le pouvoir d'achat vont devenir structurels. La transition, c'est des coûts supplémentaires pour les entreprises, donc qui vont augmenter les prix. C'est un État qui doit consentir 30 milliards d'investissements par an. Ça a été chiffré par le rapport Pisani-Ferry. Il va falloir augmenter la fiscalité, quoi qu'en disent les candidats aujourd'hui aux élections. Donc on va rentrer dans un autre monde. Et donc il est urgent de réfléchir à un autre modèle économique où en fait ce que produit une économie, ce n'est pas des produits. Les produits sont des intermédiaires. Ce que doit produire une économie, c'est des effets utiles pour la population. Et donc, l'objectif qu'on doit tous avoir en tête, c'est de maximiser le rapport effets utiles produits pour la population sur énergie et matières consommées. Donc, dématérialiser la consommation. Comment on dématérialise la consommation ? La seconde main, c'est une voie. Quand un produit passe de main en main, au lieu de rester inutilisé dans un placard ou un coffre à jouets, il produit plus d'effets utiles pour la même quantité de matière et d'énergie consommée pour sa production. Donc la seconde main, c'est une des possibilités. Ceci dit, le commerce s'y met un peu tard, parce que la seconde main, c'est un marché biface. Et donc c'est typiquement une économie de plateforme. Et donc il y a des leaders qui ont pris des positions très fortes là-dessus, Le Bon Coin, Vinted, etc. Arriver à détourner les consommateurs, acheteurs ou vendeurs, pour aller acheter sur des plateformes qui sont à bas régime, ça va être extrêmement difficile. Mais enfin, ne rentrons pas dans le détail, la seconde main est une partie de la solution, mais une partie seulement. Et on sait qu'elle est soumise à des effets rebonds. Elle provoque des effets rebonds, on le voit dans l'habillement, on a la bonne conscience, et donc on se met à hyper consommer avec de l'occasion, mais du coup ça se répercute sur le marché du neuf. Il y a d'autres formules, il faut réfléchir à d'autres formules, comment on arrive à optimiser ce rapport, effet utile produit sur matière et énergie consommée, et le modèle en tout cas pour les biens durables, pour les biens non durable comme l'alimentaire, c'est plus compliqué. On le connaît. C'est l'économie de la fonctionnalité. C'est se dire, c'est la mort du commerce en tant que tel. Si le commerce, ça doit vendre des produits, l'économie de la fonctionnalité ne vend plus le produit. Elle apporte directement les effets utiles et les solutions aux problèmes et reste propriétaire des produits. Et ce faisant, on intensifie l'usage des biens et donc plus d'effets utiles pour la même quantité de matière et d'énergie. Et deux, comme on reste propriétaire des produits, je peux vous dire que l'obsolescence programmée, c'est fini. C'est fini parce que la rentabilité va dépendre précisément de la durabilité des ressources qu'on mobilise pour fournir les dits effets utiles. Mais vous voyez, c'est un modèle révolutionnaire. Dire à un commerçant qui va arrêter de vendre et qui va devenir propriétaire de ce qu'il vendait jusqu'à maintenant, ce qui alourdit au passage l'intensité capitalistique de son activité, c'était tout simplement révolutionnaire. Et donc ce genre de choses, ça s'improvise pas la dernière minute quand on est le dos au mur. C'est des choses qu'on doit expérimenter tranquillement. Alors il y a des expérimentations qui commencent dans le secteur du commerce. En fait, ça veut dire que le commerce doit passer d'une logique de produit à une logique de service. Donc des enseignes comme Decathlon, Darty, vous avez bien vu l'importance que prend Darty Max aujourd'hui dans le business model de Darty. Voilà des grands du commerce qui ont compris que le modèle qui reposait sur vendre des produits et en vendre de plus en plus pour être prospère, ce modèle n'a pas d'avenir. Merci pour cette analyse brillante. Un peu contradictoire, monsieur le professeur, mais donc intéressante, parce que c'est ça le débat intellectuel. C'est thèse, antithèse, synthèse. Bon, voilà. Alors la synthèse, moi je me retourne vers Marc Lelivier, parce que on voit bien, et l'exposé était vraiment très intéressant de Philippe Moiti, mais finalement, face à tout ça, finalement, le e-commerce et le commerce traditionnel, j'allais dire, partagent un peu le même type de défi, finalement. Tout à fait. C'est un défi partagé pour tout le commerce qui
qui est le reflet de ce qu'a très bien expliqué Philippe, donc je ne vais pas le refaire, mais grosso modo, on a quand même un rapport à l'objet et à l'achat qui est totalement différent, puisqu'aujourd'hui, en fait, on n'achète plus le produit, on achète effectivement l'usage de ce produit. Et ce n'est pas finalement la propriété, c'est plutôt la possibilité d'utiliser ce produit qui est le plus important. Alors, c'est vrai que la seconde main va dans ce sens-là, et je pense qu'il faut aussi relier ça effectivement au problème de surconsommation, qui aujourd'hui est vraiment un problème pour tout le monde. Moi, ce que j'observe, et je crois que c'est partagé à la fois par le e-commerce et le commerce, j'ai envie de dire, je vais arrêter de dire d'ailleurs e-commerce et commerce, parce que les acteurs sont les mêmes. Aujourd'hui, tous les acteurs du commerce physique ont une activité e-commerce. C'est la raison pour laquelle je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est essentiel effectivement que les règles soient les mêmes pour tout le monde. C'est un marché, il y a une extraterritorialité du fait du e-commerce, et en effet, il faut que les règles soient les mêmes pour tous, y compris ceux qui opèrent de l'extérieur de notre pays. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui chez les commerçants, c'est effectivement cette approche qui est de se dire finalement, mon activité, c'est pas simplement de vendre, et puis après, mon coup d'après, c'est d'essayer de revendre autre chose. C'est effectivement d'intégrer non seulement le produit lorsqu'on le vend, mais ensuite lorsqu'il revient. Et avec ça, effectivement, il y a tout de la seconde main qui est très intéressant. Il y a la réparation. Vous avez parlé effectivement de Darty, Fnac. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Il y a aussi la location, on a parlé de Decathlon, qui loue effectivement les produits, ce qui entraîne en effet dans l'éco-conception des produits une autre approche, parce qu'on sait que ce produit-là, il va être revendu, donc réutilisé. Donc on voit que c'est vraiment extrêmement profond. Le seul bémol, la seule nuance que j'apporterai à l'exposé du professeur Moiti, c'est que je pense qu'il ne faut pas nécessairement dire qu'on est sur un remplacement. Je pense qu'on aura les deux. Je pense qu'il y aura effectivement l'achat et effectivement, et je pense que Philippe a raison de faire une distinction entre le type d'achat. On continuera effectivement à acheter, mais de plus en plus, effectivement, cette économie de la fonctionnalité qui est un véritable défi, parce que c'est un nouveau modèle économique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte et qui est actuellement pris en compte effectivement. Alors, c'est pas facile, ça prend du temps. Alors, on a une pression, on nous demande d'accélérer, mais ce qui est intéressant, c'est comme pour la RSE, Eric, c'est une demande du client. On voit vraiment de la part des clients, il y a une demande dans ce sens-là, et encore plus chez les jeunes, effectivement, qui sont extrêmement sensibles à ces sujets. Madame Raoult, si on adhère à une partie de l'exposé de Philippe Moiti, alors je vais mettre de côté l'alimentaire pour la grande distribution, mais sur tout le reste, sur tout ce qui est vendu dans les rayons de la grande distrib, il va falloir donc faire face à une baisse des volumes. En fait, alors je ne sais pas si on tombera dans une économie totalement de services et non plus de vente, mais comment est-ce que à la FCD, quelles sont les pistes en fait pour faire face sans doute à cette baisse de volume? Alors je le disais tout à l'heure, il y a des corners de seconde main, de vêtements dans la grande distrib, j'en ai vu, mais comment est-ce que vous allez faire? Il faut réduire le nombre de mètres carrés des hyper ou des super? Il va falloir transformer les magasins, ça c'est sûr. Il y a un gros chantier à faire là-dessus. L'hypermarché est en train d'être revu pour voir comment effectivement une partie des mètres carrés peut éventuellement être transformée à d'autres activités qui pourraient être des activités d'entreposage ou des activités de service justement. Donc c'est des choses qui sont en train d'être réfléchies au cas par cas dans les magasins en fonction de leur rentabilité et du nombre de clients qui sont encore présents. Donc évidemment tout ça c'est quelque chose auquel est confrontée la grande distribution alimentaire pour les produits hors PGC, évidemment, hors produits de grande consommation, puisque, étant donné qu'on vend de tout, on a toute cette problématique et la problématique de la mise en place au sein du magasin de services pour répondre effectivement à une économie de l'usage plus qu'à une économie de la consommation. On est en plein dedans également. Ça, évidemment, sur l'alimentaire, on est sur d'autres sujets, plus de la valorisation de la production agricole, parce que pour le coup, nous, sur l'alimentaire, on achète français, donc c'est contrairement aux autres productions. Là, c'est vraiment de l'industrie agroalimentaire et de l'agriculture française en grande majorité qui fournit les rayons. Donc là, on a plutôt de problématiques d'origine et comment on valorise et comment on est compétitif en France pour avoir des prix qui permettent aux Français de se nourrir convenablement. Mais sur les autres productions, c'est tout ce que viennent de partager effectivement à la fois Marc Lolivier et Philippe Moiti. On est vraiment
comment se transformer pour faire de l'économie servicielle, comment faire de la location, comment faire de la seconde main. Et elles s'y mettent peu à peu, comme tout le monde. Tout le monde expérimente peu à peu. Vous voyez des enseignes qui ouvrent des corners, qui tentent de la location, qui tentent via aussi leurs enseignes spécialisées. Certaines ont des enseignes spécialisées, donc tentent dans les enseignes spécialisées avant de le mettre dans l'enseigne généraliste, dans le magasin généraliste. Mais effectivement, c'est une lame de fond, clairement. Philippe Pointy, il y a Jérôme Fourquet, qui n'est jamais avare d'une idée, d'un concept, qui a dit, voilà, le modèle stato-consumériste en France, c'est-à-dire comment l'État, finalement, soutient le premier moteur de la croissance, qui est la consommation. Alors, en faisant du quoi qu'il en coûte, pour soutenir le pouvoir d'achat, en créant des postes de fonctionnaires, ça crée aussi du pouvoir d'achat. Ce stato-consumériste, est-ce qu'il peut aller jusqu'à, finalement, payer pour le consommateur le coût de la transition écologique? Je m'explique. On a vu, alors certains ont été surpris, d'autres ont dit mais de quoi l'État se mêle-t-il, qu'on peut maintenant se faire rembourser en partie le ressemblage de ses chaussures. Bon, est-ce que pour vous, l'État doit faire ça? L'État, il a manifestement un rôle à jouer dans cette affaire. Alors, je ne sais pas si là c'était très pertinent de faire ça, parce que j'ai ouï dire que du coup les cordonniers ont augmenté leur niveau de marge d'une manière éhontée. Mais il va falloir qu'on change nos habitudes, quoi. Et que ce soit nous consommateurs ou vous entreprises, c'est difficile. La pente normale, c'est l'inertie. Et comme dans ce changement d'habitude, il y aura du bon, mais il y aura aussi du moins bon. Il y a des choses auxquelles il va falloir qu'on renonce. Eh bien, la transition elle se fera autour d'un triptyque. Les consommateurs, ceux qui leur vendent des choses, et puis un État qui va donner des règles. Alors, quand on est sur les règles, c'est la carotte et le bâton, quoi. On n'a pas inventé mieux jusqu'à maintenant. Donc il y aura des coercitions, des interdictions, des taxes, etc. Puis de l'autre côté, des subventions, etc. Donc on n'y coupera pas. Maintenant, j'aurais soumettre à la réflexion collective un point, puisque vous parlez de l'État. J'ai dit tout à l'heure, les besoins sont saturés. C'est vrai. Sauf que quand on interroge les gens sur où est-ce qu'ils ont encore des besoins, où est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus, ils vont vous dire, c'est au cœur de l'élection actuellement d'ailleurs, ils vous disent le pouvoir d'achat. C'est intéressant d'ailleurs, alors qu'ils ont les besoins saturés globalement. Et que le pouvoir d'achat, en tendance, il est en croissance. Mais, sauf peut-être pour les 10% les plus pauvres. Et les difficultés, au niveau macro, le pouvoir qui d'achat sont en grande difficulté. Mais on a effectivement les classes populaires et une partie des classes moyennes inférieures qui ont souffert à cause de l'inflation. Et je mets ça de côté. Les besoins, ils sont où? La santé. L'éducation, vous avez vu l'état de l'école. La sécurité, à tort ou à raison, en tout cas. La justice, si vous avez eu à faire la justice, vous avez vu comment ça traîne, etc. Malheureusement, la défense nationale. On croyait que c'était terminé, mais c'est pas terminé. Le point commun entre tout ce que je suis en train de vous dire... Services publics. Ce sont des services publics. Donc, si on était un État rationnel, ce que je vais vous dire est une provocation, eh bien, on déplacerait le curseur entre la dépense privée, c'est-à-dire la dépense discrétionnaire qu'on fait dans les magasins, et la dépense indirecte qu'on fait à travers nos impôts, que l'État, en gérant ça en direct ou en sous-traitant à des acteurs privés d'ailleurs, assure. Donc on a quand même une vraie réflexion à avoir sur l'état de notre consommation, en fait. Est-ce qu'on alloue bien nos ressources par rapport à la réalité de nos besoins? Et derrière tout ça, et ça rejoint pourquoi le pouvoir d'achat est en première position, on a quand même une machine à nous convaincre qu'il faut qu'on continue à consommer. Et le marketing a acquis un niveau d'expertise, et c'est rien par rapport à ce qu'il saura faire demain avec les nouvelles technologies, pour continuer à nous convaincre qu'on sera vachement plus heureux si on avait encore plus, alors qu'on sait, la science l'a montré, que c'est pas vrai. Donc on a quand même globalement une mauvaise allocation de nos ressources, et si un jour on en prenait vraiment conscience, ça sera encore un nouveau défi pour le commerce, parce que vous comprenez bien que si on déplace le curseur, les sommes qu'on aura dépensées dans le commerce seraient amputées. Alors, j'aimerais qu'on termine cette table ronde, puisqu'on va parler ensuite dans d'autres tables rondes de paiement, de sécurisation. On parlera aussi d'innovation grâce au trophée tout à l'heure. On parlera aussi, bien sûr, des perspectives du commerce, même si on a un peu abordé, grâce aux nouvelles tendances du commerce, ces questions. J'aimerais vous poser et avoir une réponse assez rapide de chacun d'entre vous sur comment, et je vais commencer par le président de Jouet Club, comment l'intelligence artificielle, dont on voit les développements, j'allais dire, exponentiels chaque jour, avec tous les volets éthiques que ça représente, évidemment, tout ce que ça peut bouleverser dans l'humain, versera-t-il dans le transhumanisme et deviendra-t-il finalement l'espèce d'objet des robots qu'il aura façonné? Mais comment, dans un secteur comme le vôtre, celui du jouet, vous voyez la place de l'intelligence artificielle, à la fois comme modifiant peut-être vos réseaux de distribution,
mais aussi peut-être même la création du jouet lui-même. Alors, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations au niveau de la coopérative, pas au niveau des commerçants en eux-mêmes, parce que c'est nous qui devons porter ce genre de sujet, puisque c'est des sujets qui sont quand même complexes. Alors, on l'a déjà, je dirais, expérimenté, plus dans les parties marketing, comme l'a dit M. Moati, pour pouvoir apporter, je dirais, de l'expérience, et puis de manière à ce que les consommateurs se sentent bien pour pouvoir mieux consommer. Malheureusement, c'est quand même le but du marketing aujourd'hui. Mieux consommer, c'est pas forcément plus consommer. Donc là, c'est parce qu'on a travaillé sur justement comment on réunit par le jeu. Donc en fait, c'était mieux consommer. Et donc ça, c'était la première phase. Après, c'est vrai que pour la création de jeux, on a aussi des tests sur ce sujet-là. On a, pour la partie encaissement et également comment avoir un meilleur approvisionnement des produits pour être au plus juste de résoudre, je dirais, les attentes des consommateurs en temps et en heure. Voilà les trois sujets sur lesquels on travaille pour l'instant sur l'intelligence artificielle. Marc Olivier, j'imagine que vous êtes sur le balcon, vous êtes aux premières loges. Absolument. Et pour nous, c'est vraiment ce qu'on appelle un game changer. C'est-à-dire il y aura un avant et un après. Et ça va c'est une lame de fond qui va vraiment considérablement modifier tout le commerce. Nous, ça touche tous les métiers, c'est-à-dire le marketing, je vais y revenir, et c'est effectivement un des outils qui va permettre de faire de l'hyper-personnalisation. Ça touche effectivement la logistique, hein, tout ce qui est optimisation des stockages, des approvisionnements. Ça touche la livraison également, puisqu'on va pouvoir optimiser de cette façon la livraison. Le paiement, je crois que vous en parlerez plus tard. Et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va nous aider peut-être à faire cette transformation vers l'économie de l'usage, qui va nous permettre aussi en termes de RSE d'aller beaucoup plus loin, parce qu'encore une fois, il y a vraiment des gains à faire en termes de sobriété énergétique grâce à l'IA. Et puis, c'est aussi une transformation humaine. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de métiers qui vont considérablement évoluer. Et nous, vraiment, le défi, c'est l'impact de l'IA, non seulement sur notre activité, mais sur les organisations. Il y a un sujet de compétences, il y a un sujet de formation à ces métiers-là. Et c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence. Donc, il est essentiel qu'on s'y mette. On est dessus. Et là aussi, il y a des questions de politique publique qui seraient un peu trop longues à aborder. Mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est vraiment le sujet de l'avenir. C'est le rôle de l'IA dans le commerce. Madame Raoult, la grande distribution, l'IA. C'est quelque chose évidemment de fondamental. Hein. Le bouleversement est total. On voit bien que les investissements qui ont été faits dans les systèmes d'information, ils sont ridicules par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait n'existe plus. Enfin, c'est du passé. Et c'est vrai que c'est lourd de se rendre compte de ça quand on est face à une nouvelle technologie aussi puissante. Moi, ce qui m'intéresse quand même dans cette histoire de l'intelligence artificielle, c'est peut-être que sur les compétences, effectivement, parce qu'on en parle souvent, enfin, on a tendance à croire que la technologie va détruire les emplois peu qualifiés. Et puis là, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que quand les premiers usagers ont essayé ChatGPT, se sont rendus compte qu'en fait, c'est plutôt les emplois qualifiés qui étaient menacés par l'intelligence artificielle. Et donc, je trouve que c'est voilà, aussi assez intéressant de regarder comment ces emplois qualifiés peuvent se servir de l'IA pour être plus performants et qu'on a voilà, une vraie réflexion philosophique aussi hein, sur la façon dont ça doit être utilisé au sein des organisations, au sein de la société de manière générale. Donc on est effectivement au balbutiement de l'usage, en tous les cas généralisé, on n'est pas complètement généralisé encore, mais tout ça va arriver extrêmement vite et ceux qui réussiront le tournant sont ceux qui survivront. Hein. Les autres ne passeront pas effectivement avec des concurrents qui intègrent l'IA dans tous leurs process et d'autres qui ne l'ont pas. Donc on voit bien qu'il faut y aller fort. Philippe Moati, alors, dernière question, et là vous n'avez pas 2 heures, monsieur le professeur. Il y a quand même une contradiction incroyable, me semble-t-il. Vous allez peut-être me dire que pas du tout, mais à la fois on veut basculer dans la transition écologique et l'hyperconsommation, j'allais dire, est condamnée. Donc, on veut des choses moins polluantes, du commerce court, moins polluantes, et en même temps, l'IA donne l'impression qu'on va polluer l'éthique. Il y a un sujet que vous traitez en 2 minutes 30. J'ai pas besoin d'autant. Oui, mais vous savez, la technologie, c'est neutre. Hein. Ça peut faire tout et son contraire. C'est ce qui importe, c'est ce qu'on va en faire. Comment le système va se l'accaparer pour servir ses fins. Donc c'est pour ça que c'est pas la techno qui pose le problème.
Moi, ce que je vois dans la... Alors moi, je suis néophyte en IA. Je vois déjà les dégâts à l'université. On ne peut plus donner une dissertation à faire à la maison. C'est terminé. Alors, pour l'instant, ils sont maladroits. On les repère quand même assez vite. Mais ils vont apprendre à gérer ça beaucoup mieux. Non, ce qui m'inquiète dans cette affaire, ça va apporter plein de bonnes choses. Mais pour ce qui est du commerce et de la consommation, c'est que ça va renforcer l'importance de la technologie dans tout ça. Le e-commerce, après 25 ans à peu près, on est à, je parle sous contrôle de marque, on est à quoi, 12-13% de part de marché. Ouais, c'est pas énorme. Les hyper et les super avaient fait beaucoup plus en leur temps. Donc finalement, c'est le choc du numérique dans le commerce, c'est pas tant le e-commerce, c'est plutôt l'entrée de nouveaux acteurs d'une redoutable puissance. Je ne sais pas si vous avez vu les données d'Amazon Monde. On a dépassé les 500 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et encore une croissance à 2 chiffres. C'est chaque année une croissance à 2 chiffres alors qu'on atteint à chaque fois des sommets. Et malheureusement, ces acteurs, c'est eux qui maîtrisent ces technologies, quoi. Et donc ce que je crains, c'est qu'à mesure que ces technologies vont devenir de plus en plus prégnantes sur les marchés de consommation, qu'on devienne de plus en plus dépendant de ces géants de la technologie qui la maîtriseront toujours beaucoup mieux que nos Carrefour, nos Auchan, etc., qui sont des nains par rapport à ces acteurs qui ont des poches très profondes, qui peuvent investir des sommes colossales et être très patients pour attendre le rendement et qui tissent leur toile. Et donc voilà, ma crainte, une de mes craintes, vous avez vu que je suis plutôt pessimiste dans mes propos, c'est qu'en plus cette consommation et plus généralement nos modes de vie soient complètement, cadenassés par ces acteurs qui vont maîtriser les technologies critiques de l'avenir. Voilà. Voilà, on va marquer une pause dans quelques instants. Ça nous donnera l'occasion tous ensemble de visiter l'exposition. Mais évidemment, je voudrais qu'on remercie très chaleureusement Leïla Raoult, Jacques Baudoz, Marc Lolivier et Philippe Moiti. Merci beaucoup. Voilà, une petite pause et on se retrouve d'ici 30 minutes. Merci beaucoup.